Europe 1. 8h13 sur Europe 1, votre invitée Sonia Mabrouk est ministre déléguée en charge de l'industrie. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Agnès Pannier-Runacher. Bonjour Sonia Mabrouk. Et joyeux Noël. Non, c'était pas Noël. Mais j'ai cru, écoutez, j'ai vu le budget ce matin et je me dis c'est le budget du Père Noël. Ce n'est pas le cas? Ça vous fait sourire en tous les cas. Oui, ça me fait sourire parce que en fait, notre objectif c'est d'investir pour le pays. Et investir pour le pays, c'est construire la croissance de demain. Et ça, je crois que nos prédécesseurs ne l'ont pas compris. Autant ils ont eu à cœur de creuser le déficit public et de creuser la dette, parce que c'est ce gouvernement qui, en 2017, 2018 et 2019, avait commencé à redresser les finances du pays, autant ils sont complètement passés à côté du sujet de l'investissement. Je vous donne un exemple. Sur la santé, quand Emmanuel Macron arrive aux affaires, les industries de santé ont été divisées par 2 en France. Là, tout le monde s'en est aperçu avec la crise sanitaire. Il fallait produire des médicaments. Agnès Pannier, je parle de vous plus sérieusement. Est-ce que faire campagne avec le carnet de chèques de l'État, un président ne devrait pas faire ça? Alors, je vais vous donner un scoop, Sonia Mabrouk. On va travailler jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour. Et les Français comptent sur nous pour le faire. Donc on ne va pas rester les bras croisés lorsqu'il y a des situations sur lesquelles nous devons intervenir. Le chèque énergie, par exemple. Est-ce qu'on devait rester les bras croisés? Non. Nous faisons notre travail jusqu'au bout pour faire en sorte que les Français puissent chèque énergie, faire plan face Marseille, à leurs dépenses les policiers, fonds pour les harkis, et j'en passe parce que la liste, c'est une liste à la Prévert. La question n'est pas, évidemment, de ne pas donner cet argent-là, c'est jusqu'où Emmanuel Macron assume-t-il d'être, comme le dénonce d'ailleurs ce matin Xavier Bertrand, le président de la dette? Est-ce que vous l'assumez? Mais encore une fois, le gros de la dette a été créé par ce même monsieur Bertrand, a été créé par la mandature toujours de gauche. l'héritage. Ça fait 4 ans que vous êtes au pouvoir. Pardon. Et le quoi qu'il en coûte, qui est l'essentiel de la dette, qui est l'essentiel de l'incrément, de l'augmentation de la dette du gouvernement Macron. Mais je l'assume totalement. L'économie se serait effondrée, on aurait eu 1 million, 2 millions de chômeurs de plus. Combien croyez-vous que ça aurait coûté à l'économie? Alors quelles économies, Agnès Pannier-Runacher? Donc il faut investir, c'est ça le maître mot. Oui, mais les dépenses appellent aujourd'hui investissement, c'est ça qui est un peu qui nous interpelle. Mais alors quelles économies? Est-ce que une réforme des retraites aujourd'hui est sur la table? Est-ce que tout est ouvert? Je crois qu'on a été très clair. La réforme du chômage, nous allons la mettre en œuvre. La réforme des retraites, ce n'est pas un tabou. Et donc, nous continuons à travailler sur ces sujets-là. Après, nous sommes dans un temps, je dirais, contraint sur cette mandature-là. Mais nous n'avons jamais ralenti le rythme des réformes. Donc, vous laissez la montagne des dettes pour le prochain quinquennat. Et elles sont bonnes pour la France. Encore juste une mention. Une dépense comme le dédoublement des classes de CP et CE1, c'est des points de croissance supplémentaires. Je ne vous parle pas de la légitimité des dépenses. Je vous dis quelles économies. Sonia Mabrouk, c'est de la dette en moins. Mais pour quand, Madame Pannier-Runacher? Et la montagne de dette, là, devant nous, face à nous? Cette montagne de dette, encore une fois, d'abord, le gros de la montagne, ce sont nos prédécesseurs. C'est monsieur Xavier Bertrand qui parle haut et fort. C'est madame Hidalgo qui a soutenu un gouvernement pendant 5 ans. Mais regardons les chiffres. Mais monsieur Macron était à l'Élysée. Et c'est ça qui est intéressant. Et ministre de l'économie, le quoi qu'il en coûte, c'est ce qui a sauvé le pays. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le chômage est au niveau d'avant-crise, là où aux États-Unis, il a augmenté de 30%. Et c'est ça que les Français attendent. C'est d'avoir un travail, d'avoir un avenir pour leur enfants. Et il faut investir et il faut assumer ces bons investissements. La dépense publique à la petite semaine, le train de vie de l'État, je peux vous dire qu'on s'y attaque. Et on le voit d'ailleurs dans les chiffres budgétaires. Alors Agnès Pannier-Runacher, maîtriser sa dette, c'est aussi une question bien sûr de souveraineté. La souveraineté est sur toutes les lèvres, tout comme la réindustrialisation. Vous avez promis un choc de réindustrialisation. Le président va annoncer lui-même un plan début octobre. Quel montant et quels sont les secteurs hautement stratégiques qui ont été retenus? Alors, sur le plan d'investissement, on va laisser le président de la République l'annoncer. Nous y travaillons. La semaine dernière, avec Bruno Le Maire, nous faisions des consultations sur un certain nombre de secteurs, l'hydrogène, le nucléaire, avec Olivier Véran, la santé. L'investissement dans le nucléaire aussi. Il y a un certain nombre de technologies qui sont considérées et de transformations pour notre économie. Mais aujourd'hui, de quoi parle-t-on sur la réindustrialisation? Agnès Pannier-Runacher, quel montant, ce plan d'investissement? Ça sera au président de la République vous avez certainement de trancher. Pour vous donner une idée, le plan d'investissement d'avenir, c'est 20 milliards d'euros. Et donc, c'est le type de montant qui
qui, si on veut être sérieux, et si on veut accélérer la réindustrialisation de la France, et si on veut lutter contre le déclassement, contre lequel nos prédécesseurs n'ont rien fait, et je suis très nette, il faut réinvestir. Dites-moi, comment ce matin, vraiment, on peut croire à un sursaut de la réindustrialisation alors que ça fait 20 ans que les dirigeants de droite comme de gauche n'ont pas fait grand-chose pour protéger cette industrie au nom du libre-échange? Moi, je vous donne des chiffres. Mais vous êtes d'accord avec ce constat? Entre 2000 et 2016, on a détruit 1 million d'emplois industriels. Pour la première fois en 2017, on en recrée. En 2018, en 2019, en 2021, on continue à créer de l'emploi industriel. Et aujourd'hui, il y a 70 000 offres d'emploi industriels qui sont sur la table et on cherche à recruter. Emmanuel Macron, c'est une inversion de l'histoire. C'est une conversion tardive à la réindustrialisation pour le président? Depuis 2017, il était sur le sujet. Depuis 2017, encore une fois, par les mesures d'attractivité qu'il a mis en place, je pense à la fiscalité, je pense aux ordonnances travail. C'est comme ça que nous sommes revenus sur la première marche du podium pour les investissements étrangers. Il était ministre de l'économie avant 2017 et ses priorités allaient plutôt, et c'est pas du tout je veux dire, un inconvénient de le dire, allaient plutôt aux start-up et au numérique plutôt qu'à la réindustrialisation. Alors attention, parce que les start-up, c'est une partie de la réindustrialisation. On oppose assez caricaturalement start-up et industrie. Aujourd'hui, les sites qui sont en train de sortir de terre, Alidia où j'étais, par exemple du côté de Grenoble, qui fait des écrans mais très évolués, bas carbone, c'est une start-up. C'est 500 emplois industriels. Donc notre plan, c'est aussi d'industrialiser les start-up nation que la France industrielle telle qu'on l'imagine. C'était plutôt ça. Parce qu'on veut caricaturalement opposer l'ancien et le nouveau. Mais en réalité, l'industrie, c'est je dirais, c'est un secteur qui doit se moderniser constamment. Aujourd'hui, l'industrie est technologique. Aujourd'hui, elle va vers le bas carbone. C'est un des endroits qui est le moins polluant de toutes les activités, les secteurs d'activité. Bien sûr. Et on parle de reconquête industrielle ce matin, Agnès Pannier-Runacher, mais la réalité, c'est qu'on essaye surtout de sauver les meubles. Regardez comme l'acierie d'Ascoval à Saint-Saul, vous y étiez. En réalité, heureusement, on a trouvé un repreneur de justesse, un groupe allemand. Il ne s'agit pas de reconquête, il s'agit là de sauver ce qui nous reste. Alors, 2 points. La recréation d'emplois industriels, ça c'est clair. Vous prenez l'exemple de Saint-Saulve. C'est un très bon exemple d'action politique. C'est Bruno Le Maire et moi contre l'avis de tous les experts, de tous les bien-pensants de Paris, qui ont considéré qu'il était contre-intuitif de former la seule aciérie qui était capable de faire de l'acier bas carbone en France. Et au bout de 3 ans, en ayant travaillé d'arrache-pied, nous avons trouvé une solution. Et cette solution, elle est pérenne. Et c'est cette détermination politique qui fait toute la différence. C'est une reprise, j'allais dire, qui est pérenne sur le long terme. Tout à fait. Vous êtes confiante sur ce point? C'est un groupe qui existe depuis Louis XIV. Donc je peux vous dire qu'ils ont un petit peu de vision du long terme. Et pour aller plus loin, le plan de relance, c'est une entreprise industrielle sur 3 qui est en train de faire des projets qui créent de l'emploi, des projets qui décarbonent l'économie, des projets qui permettent de relocaliser des productions. Mais vous n'avez pas ça la réalité le monopole de la réindustrialisation. Vous l'entendez, ce mot est sur toutes les lèvres. Arnaud Montebourg, Éric Zemmour. Arnaud Montebourg, par exemple, lui, il porte depuis un certain temps ce sujet. Vous lui reconnaissez cette légitimité dans ce domaine? Arnaud Montebourg, c'est celui qui écrit bien le scénario, mais qui n'a jamais tourné le film. Oh. C'est-à-dire qu'il a des très bonnes intuitions, rien à dire, simplement juste un chiffre. Quand il était ministre de l'économie, on a détruit plus de 70 000 emplois industriels. Rappelez-le avec qui il était à l'époque. 70 000 emplois industriels. N'était-il pas avec Emmanuel Macron? Je crois que c'est Emmanuel Macron qui lui a succédé. Il n'y a pas avec Emmanuel Macron. Je sais bien. Et donc, 70 000 emplois industriels, c'est très exactement aujourd'hui ce qu'on essaye de recruter. Alors, je crois que la réindustrialisation, il y a ceux qui en parlent. Beaucoup en parlent, il y a ceux qui la font. Et la grosse différence, c'est que ce gouvernement l'a fait, chiffre à l'appui. Vous avez regardé l'enquête d'Anconis, 2 fois plus de sites qui sortent de terre industrielle en 2021 par rapport à 2019. Je voulais dire 192 sites. Agnès Pannier-Runacher a un souvenir précis quand même du discours d'Emmanuel Macron, justement son successeur à Bercy. Et il dit la réindustrialisation, c'est une reconversion tardive, mais elle est là pour Emmanuel Macron. Eh bien, je m'inscris en faux. C'est peut-être une relecture de l'histoire d'Arnaud Montebourg, mais si vous prenez les actions d'Emmanuel Macron, dès le début, il avait remis en place des filières industrielles en simplifiant l'espèce de grand plan de planification auquel personne ne comprenait. Et c'est toujours cet esprit de système de vouloir faire un jardin à la française et d'être l'État qui va expliquer aux entreprises comment on réindustrialise, au lieu de travailler de manière partenariale avec les entreprises, de faire monter les meilleurs projets, de les pousser, c'est très exactement ce que nous faisons. Et encore une fois,
550 projets de relocalisation. Ça, c'est en 1 an de travail sur le plan de relance. Vous prenez la précédente crise 2008-2011, péniblement en 3 ans, 100 projets de relocalisation. Alors, il y a aussi une question d'être bon dans l'exécution et d'être déterminé, d'avoir des résultats. C'est ce que nous faisons dans ce gouvernement sous l'égide du président de la République. Vous êtes la ministre en charge de l'industrie, mais également en charge des commandes et du suivi des vaccins. Sur le vaccin français Sanofi, vous étiez venu ici même sur Europe 1, c'était lors de l'émission La France bouge avec Emmanuel Dutheil et Elisabeth Assayag. Vous nous aviez parlé d'un horizon qui était là, octobre. Est-ce que ce vaccin Sanofi va être prêt pour octobre, peut-être avant la fin de l'année déjà? Sanofi annonce d'être effectivement en position de mettre sur le marché son vaccin d'ici la fin de l'année. Aujourd'hui, l'enjeu, et je le disais déjà à l'époque, et je le disais déjà il y a 6 mois, c'est moins d'avoir des doses pour vacciner les Français, puisque aujourd'hui les Français sont vaccinés à plus de 70%, un schéma vaccinal complet, ce qui est le fait d'avoir travaillé sur des commandes de vaccins et d'avoir sur ce vaccin français qui ne sont pas anti-vax. Plusieurs dizaines de millions de doses, mais ça va beaucoup nous aider potentiellement sur les rappels et surtout pour vacciner le reste du monde, qui est un enjeu absolument majeur. Bien sûr, mais pour les Français, j'insiste, certains attendent ces vaccins français, Sanofi notamment, parce que c'est un effet psychologique, ils ont davantage confiance, c'est ainsi dans un vaccin tricolore. Alors, moi je les invite quand même à se vacciner le plus tôt possible. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le patron de Sanofi France, parce que ce qui est important dans une stratégie vaccinale, c'est d'avoir le maximum de personnes vaccinées le plus vite. Et je redis, nous sommes aujourd'hui avec des centaines de millions de personnes vaccinées. Donc je crois qu'on peut considérer que les vaccins qui sont aujourd'hui délivrés ont été assez largement testés et que ça a l'air de plutôt bien se passer. Il y a aussi le candidat vaccin de la BioNTech franco-autrichienne. Exactement. Valneva, candidat vaccin quand même à virus inactivé, c'est une technologie traditionnelle. Où en est-il celui-ci? Il est à peu près dans le même calendrier puisque eux aussi sont en train de finaliser leur 3e phase clinique. Et là, pareil, l'enjeu c'est de mettre sur le marché leur vaccin d'ici la fin de l'année. L'enjeu c'est aussi de produire les capacités industrielles partout dans le monde. Est-ce qu'il va falloir de nouvelles usines, une nouvelle production pour tous ces vaccins? Non, aujourd'hui les chaînes de production sont sorties de terre. Elles suffisent largement pour fournir l'ensemble du monde. Il y a les chaînes de production européennes et les Européens ont été de ce point de vue les plus responsables. Je rappelle qu'ils ont produit pour l'Europe et nous sommes le premier continent vacciné, mais ils ont également produit pour le reste du monde parce qu'on ne gagnera la bataille contre le Covid que lorsque l'ensemble de la planète sera vaccinée. Et donc la levée des brevets, où en est-on, Agnès Pannier-Runacher? Parce que là, dans la mesure où Pfizer recommande désormais 3, bientôt 4, 5 doses, au lieu des 2 doses initialement prévues, il serait plus logique d'envisager une levée des brevets sans spolier, on peut le dire, Pfizer, au vu des milliards qui vont être engrangés. Mais je crois qu'il y a une sorte de fantasme autour de la levée des brevets. Je vous donne juste un exemple. Moderna, dès novembre dernier, a mis à disposition sa recette pour d'éventuels fabricants. C'est un fantasme aujourd'hui ? Personne ne s'est présenté. Parce que la difficulté dans la production d'un vaccin, ce n'est pas le contenu du brevet, c'est tout le process industriel. Et le process industriel, c'est un coup de main, c'est des équipes qui sont formées. Donc aujourd'hui, la France, l'Union européenne ne demande plus la levée des brevets. Ce n'est pas un point bloquant pour la fabrication de vaccins. Et vous avez qu'à regarder, quel est le premier producteur de vaccins au monde? C'est l'Inde. Mais vous ne demandez plus cette levée des brevets? Mais je crois que le gouvernement français a toujours dit et a été constant sur le fait que le point bloquant pour la fabrication de vaccins dans l'ensemble des pays du monde, ce n'était pas une question de brevet, c'était une question de savoir-faire industriel. Et nous avons aidé au développement de nouvelles usines industrielles, en appui par exemple de Thierry Breton, avec des contacts sur l'Afrique ou en Asie. Et c'est ça la vraie responsabilité politique. Vous faites attention à votre QR code qui peut fuiter sur Internet. J'ai compris ça, effectivement, oui, tout à fait. Bon, vous faites attention à cela ? Comment on peut faire? C'est aussi une technologie, ce sont des industries, il faut faire attention à cela. La cybersécurité, c'est un enjeu majeur. Plus on sera numérisé, plus il y aura des enjeux de sécurité. C'est pour ça que ça fait partie des investissements. Vous voyez, on anticipe des investissements. Nous avons dans le plan d'investissement d'avenir une feuille de route sur la cybersécurité. C'est très important pour les entreprises, mais on le voit malheureusement à titre individuel, c'est également très important. La réindustrialisation au cœur de la campagne. Merci Agnès Pannier-Runacher d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Europe 1. Merci beaucoup. Merci Sonia Mabrouk, merci Agnès Pannier-Runacher.